Bonjour tout le monde. Alors du coup, effectivement, c'est la première fois que je débarque dans vos locaux. Moi, je suis très content déjà d'être là parce qu'effectivement, je vais être un de vos formateurs en commerce. Donc vous me voyez aujourd'hui, mais c'est possible que vous me revoyez d'autres fois. J'interviens beaucoup plus sur Clermont pour l'instant que sur Lyon. Et pourtant, j'habite à mi-chemin, parce que je suis du Puy-en-Velay, mais je me présenterai un peu plus tout à l'heure. Euh, Moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sébastien, j'ai 42 ans. Je suis donc consultant, formateur indépendant. On est en quelle année là, 2018. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis à mon compte. Bah, ça fera même 5 ans en septembre, donc le temps passe vite. J'ai passé toute ma vie en fait dans le monde commercial. J'ai été vendeur, puis commercial, puis responsable commercial, puis directeur commercial en France et à l'étranger. Et Et puis un jour, je voulais faire avancer ma carrière différemment et du coup, je suis passé à faire autre chose. Et j'ai fait, comme un certain nombre d'entre vous, j'imagine, avant d'arriver ici, j'ai fait un bilan de compétences. Qui c'est qui a fait un bilan de compétences là dans la salle? Ah, pas tout le monde, il y en a quelques-uns, mais pas énormément, d'accord. Et du coup, donc bilan de compétences, on a dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait ressortir de toutes les années que j'avais fait dans le monde du commerce? On a dit, bah, la formation, ça pourrait être pas mal. Et puis je dis, tiens, ça c'est un truc qui peut me botter parce que moi j'aime bien retranscrire, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait un truc qui s'appelle FPA, formateur professionnel pour adultes. Et ça s'est bien passé pour moi. Et du coup, dès que j'ai eu la chance, mais vraiment, hein, je le dis avec sincérité, j'ai eu la chance de faire un de mes stages à la DREC, à Clermont-Ferrand, avec la maman de Michael, qui est la directrice de la DREC, qui est Florence Micucci, que vous ne verrez peut-être jamais. Je sais pas, elle est venue vous voir, non, peut-être pas. Ah, elle est très très occupée. Je peux vous dire que c'est une dame qui est extraordinaire, qui travaille comme une dingue, qui fait 8h du matin, 8h du soir à la DREC à Clermont-Ferrand, qui est dans tous les jours et qui prend pas beaucoup de vacances. C'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'elle a une capacité de travail qui est juste phénoménale. Et du coup, elle m'a donné ma chance. En fait, elle m'a dit, bah, viens faire ton stage ici, ok, bienvenue. Et puis quand elle a vu comment je fonctionnais, elle m'a dit, bah, quand tu as terminé, moi je te fais travailler. Cool. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de commencer ma petite boîte. En fait, j'ai commencé à SF Consulting, qui est donc une petite auto-entreprise au départ. Et j'ai commencé à mon compte. Et c'était super sympa. Et depuis, eh ben, j'ai enchaîné. Et comme le disait Michael, en fait, le premier jour où j'ai commencé ma boîte, donc le premier jour où j'ai commencé à la DREC, c'était mon premier jour d'activité le 10 septembre 2013. En même temps, quelques semaines plus tard, je démarrais des formations en PNL. Qui c'est qui a déjà entendu parler de PNL? Et je ne parle pas du groupe de rap. Catherine, Christine, ok. Donc la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. On en reparlera un tout petit peu plus tard, mais je ne vais pas trop vous emmener là-dedans. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé donc à faire des formations pour aller un peu plus loin, pour comprendre d'autres choses. Et la PNL, en fait, c'est effectivement des outils de communication. Et ça m'a toujours intéressé, moi, cette histoire-là. Ça m'a toujours intrigué, cette histoire-là, de faire, tiens, comment on communique d'une façon générale, et surtout, comment on pourrait mieux communiquer. Et au fur et à mesure du truc, là, j'ai compris un truc de malade, mais c'était que pour mieux communiquer avec les autres, il fallait mieux communiquer avec soi-même. On verra ça plus tard dans la matinée, vous allez voir. Donc, ça m'a vraiment intéressé. J'ai été formé ici à Lyon. Au départ, c'était au château de la Bachasse. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent du côté de Sainte-Foy-les-Lyons. Avec un monsieur qui est très reconnu dans le monde de la PNL et qui a ses bureaux juste à 2-3 rues d'ici, qui est Paul Pironnet. Je sais pas, il y en a qui ont entendu parler de Paul Pironnet? Polo? Je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur Google qui est cet homme-là, Paul Pironnet. Et du coup, c'est lui qui m'a formé en PNL. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Alors, du coup, j'ai continué à me former. Et puis, je suis allé voir d'autres approches. L'énéagramme, l'analyse transactionnelle, le système d'alignement neuro-émotionnel de Magny et Sam. Et puis, j'ai continué à me former en co-développement. Et puis, j'ai continué à me former avec l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, puis la Neuro Business School. Et en fait, je me forme tout le temps. J'adore ça. Et Michael le disait, un des trucs les plus importants, peu importe l'âge qu'on a, c'est de demeurer un éternel étudiant. C'est pas moi qui le dis, c'est Martin Latulippe, qui est le fondateur de l'Académie Zéro Limite, qui est un Canadien. Et du coup, avoir cet esprit-là, avoir cet esprit que on peut apprendre tout le temps, peu importe l'âge qu'on a, peu importe
l'espace-temps dans lequel on est, peu importe où on est, aujourd'hui avec Internet notamment, on peut apprendre tout le temps. Ayez cette culture, ayez cette envie de vous développer parce que dans l'entreprise demain, ce que l'on recherche le plus, c'est quoi, tiens, une des qualités que l'on recherche le plus dans l'entreprise aujourd'hui? Toute entreprise confondue. Ça serait quoi une des qualités d'après vous comme ça? Facilité d'adaptation. Facilité d'adaptation, c'est exactement ça. Facilité d'adaptation. C'est-à-dire votre polyvalence, votre capacité à vous adapter, votre capacité à pouvoir bouger d'1 ou 2 millimètres ou de plusieurs centimètres quand on va vous le demander ou quand on va venir chercher des nouvelles compétences. Et cette capacité d'adaptation va faire en sorte que demain, vous allez trouver du boulot, va faire en sorte que demain, il y a des entreprises qui vont vous vouloir, va faire en sorte que demain, vous allez pouvoir aussi apporter de la richesse dans les entreprises dans lesquelles vous allez aller. Souvent, quand je suis en formation comme ça, quand j'ai le temps de prendre les gens les uns après les autres, de présenter un peu plus d'où vous venez, ce que vous faites, etc., souvent les gens savent très bien me dire quels sont leurs défauts, mais n'arrivent pas souvent à voir leurs qualités. Ben moi, vous allez voir en formation, quand vous m'aurez, je vais vous parler que de vos qualités ou quasiment que de vos qualités. Pourquoi? Parce que du coup, vos qualités vous servent beaucoup plus à avancer que vos défauts. C'est juste. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays, ici en France, où on aime bien voir d'abord le défaut et on aime bien taper dessus pour dire, tiens, t'as fait une bêtise, ne la refais pas, et puis alors on te tape dessus, plutôt que de dire, tiens, comment on pourrait faire différemment et comment je vais pouvoir t'accompagner pour justement réussir. On n'a pas toujours cette culture. Et je vous avoue que moi, j'enseigne ça beaucoup, je retranscris ça beaucoup, on va dire, dans les entreprises. Alors, juste avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter un tout petit peu plus, vous dire un mot d'où je viens. Le Puy-en-Velay, vous connaissez le Puy-en-Velay? Ouais, c'est pas très loin, là, une heure et demie. Bon, c'est un peu perdu, il y a un peu plus de vaches et de moutons que d'habitants, mais c'est pas grave. C'est une très belle ville très sympa. Je suis originaire d'une famille très modeste. Et j'étais nul à l'école. Mais quand je vous dis que j'étais nul, j'étais vraiment nul. J'ai redoublé ma 6e. J'ai redoublé ma 5e aussi. Puis j'ai pas eu le brevet des collèges non plus. Non, j'étais vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Et des profs, ils me disaient, c'est Fraquier, vous êtes un cancre. Il y a des profs qui m'ont dit ça, quoi, déjà. Fraquier, vous êtes un cancre, vous réussirez à rien dans la vie. Ah ouais. Et moi, en fait, tellement j'y croyais pas, ça me faisait marrer. J'étais tellement nul, j'étais tellement dissipé que je me souviens en 5e, il n'y avait plus assez de mercredi à la fin de l'année pour faire toutes mes heures de colle. Vrai, hein, véridique. Ils m'ont viré. Ils m'ont mis à la porte. Bien sûr, je suis allé en enseignement professionnel, je ne pouvais pas aller en enseignement général, je n'avais même pas le brevet des collèges. Je devais avoir à peu près 3 en maths, 1,5 en anglais et à peu près 2,5 en français, sur les matières principales, on va dire. Physique, c'était catastrophique. Il y avait qu'en sport. En sport, je me débrouillais bien. En sport, je devais bien tourner à 15-16. Mais du coup, ouais, j'étais pas bon. J'étais pas destiné à faire des études. Et puis, je suis tombé dans l'enseignement professionnel. Je voulais faire du commerce, absolument, quoi. Et mon père, il dit, non, pas question, pas bien cette histoire-là. Niet. Donc, du coup, je suis parti sur d'autres choses. J'ai fait couture. Couture, stylisme, modélisme. J'adorais les fringues, quoi. Je trouvais ça sympa, quoi. Je trouvais ça la mode sympa, quoi. J'aimais bien cette histoire-là. Je suis parti là-dedans, mais ça m'a assez plu. J'ai quand même eu mon BEP. Ouais, parce que le truc me plaisait assez, c'était marrant. Et puis, j'ai perdu un peu de temps, je me suis un peu dissipé. Et j'ai quand même passé un bac un brevet de technicien en fabrication de vêtements sur mesure à Cannes. Et j'étais très dissipé encore à cet âge-là. Je m'occupais, en fait, j'étais délégué lycéen au niveau académique, puis ministériel. Et du coup, j'ai pas eu mon bac. Alors, de la 6e jusqu'au bac, normalement, donc, on met 7 ans. J'en ai mis 11. Et j'ai pas eu le bac. Voilà, ça vous situe à peu près le niveau, quoi. Vous voyez, le niveau médian est ici, à 80% des gens qui ont le bac dans notre pays. Moi, j'étais là. Et puis, je dis, mais quand même, je veux faire du commerce, quoi. Je sentais que cette histoire-là pourrait me correspondre. Je sentais que cette histoire-là pourrait me plaire. Je ne savais pas exactement ce que c'était, je n'avais jamais rien vendu, mais j'avais ça dans la tête.
Et donc, je me débrouille. J'avais contacté IUT Tech Deco à Aix-en-Provence, mais il fallait avoir le bac. Vu que j'avais pas eu le bac, je pouvais pas rentrer en IUT Tech Deco. J'étais assez déçu de ça, mais c'est pas grave. Je me dis, qu'est-ce que tu peux faire sans le bac et faire du commerce? J'ai pu raccrocher un BTS en alternance. Donc on peut passer un BTS sans avoir le bac. Chouette, je pars dans l'alternance, je tombe sur une boîte qui s'appelle Olympia. Olympia, vous connaissez les chaussettes? Les chaussettes Olympia, il y a 20 ans en arrière, c'était le numéro 1 de la chaussette en France. Et du coup, je rentre là-dedans et ça se passe plutôt bien pour moi, voire même ça se passe très bien. Avant, on m'a dit quand je suis rentré en BTS, oulala, un BEP, pas de bac pro, tu vas arriver comme ça en commerce que tu n'as jamais fait en BTS. Bon courage, mon ami, bon courage. J'ai terminé l'examen, j'ai eu les meilleures notes de France. Vous savez pourquoi? Pas la volonté au départ. Ça me plaisait, exactement. Bonjour. On reparlera de ça tout à l'heure, mais vous allez voir que quand ça nous plaît, on arrive à développer des capacités qui sont juste extraordinaires et surtout, quand ça vous plaît, on va développer des compétences. On va développer des compétences que l'on ne soupçonne pas. Alors, tiens, quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre ça. Rentrons dans le vif du sujet. Vu que vous êtes tous là dans le monde professionnel, vous allez voir que ce matin, on va pas mal, et cet après-midi dans les sous-groupes avec Elmira, on va pas mal mélanger peut-être entre monde professionnel et au fond vie de tous les jours, vie privée. Pourquoi? Parce que la communication, eh ben, c'est pas que dans l'entreprise, ou c'est pas que au centre de formation, ou c'est pas que en famille, ou c'est pas que avec les amis, c'est tout le temps. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quoi le but d'une entreprise? De prospérer et d'évoluer. Alors, quand vous dites prospérer, ça veut dire quoi? Et de faire du cash. De faire du cash, exactement. De faire du cash, point barre. Une entreprise, elle est là, Michel, hein, c'est pour faire du pognon. Moi, je ne connais pas une entreprise qui se crée au départ pour ne pas faire d'argent. Si on crée quelque chose pour ne pas faire d'argent comme ça, on crée une association, loi 1901. Pas de bénéfice, on remet dans la caisse, tout va bien, on distribue. Mais si on veut créer une entreprise, il y a des tas d'entreprises, mais le but de l'entreprise, c'est bien faire du cash. Quelle est la finalité de l'entreprise? Grandir, ouais, c'est un de ses objectifs, on va dire, mais ce n'est pas la finalité. Perdurer dans le temps, tout fait raison. C'est la pérennité. Retenez toujours ça. Une entreprise, elle est là pour faire du cash et elle est là pour durer dans le temps. Ça, c'est un principe, vous devez toujours garder ça en tête tout au long de votre formation. Donc, vous êtes rentré il y a combien de temps là, au fait? 2 jours. 2 jours pour certains, 1 mois pour d'autres. Ok? Retenez toujours ça. L'entreprise, elle est là pour gagner de l'argent, mais elle est aussi là pour durer dans le temps. Et on va voir quelles peuvent être les stratégies, enfin vous le verrez en commerce avec moi plus tard ou avec d'autres, quelles peuvent être les stratégies ici et quelles peuvent être les stratégies là. Et comment on va pouvoir aller les choses. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas dit aussi sur la formation que j'adore dire quand je commence avec des groupes, c'est que la formation, c'est 50-50. Il y a 50% ce que nous, les formateurs, on va vous amener en termes théoriques ou en termes d'exercice, 50% effectivement de choses qu'on va vous donner, qu'on va vous apporter, et puis il y a 50% c'est ce que vous allez en faire. Et ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. C'est votre business. Nous, on vous apporte quelque chose en tant que formateur, après vous en faites ce que vous voulez. Il y en a, je sais très bien, avec les 50% qu'on va leur apporter, qui vont avoir leur titre, qui vont trouver des stages, qui vont trouver un job derrière. Et puis il y en a peut-être d'autres qui n'auront peut-être pas leur titre, qui vont peut-être galérer pour trouver leur stage et qui n'auront peut-être pas de boulot derrière. C'est votre business, c'est votre responsabilité, et moi je ne suis pas responsable de ça. Et j'aime mettre ça au clair quand je commence mes formations. J'ai pour habitude de tenir mes engagements, c'est-à-dire que les 50% que je vous amène, je vous le donne vraiment, sans restriction, sans filtre. Mais les 50% de ce que vous en faites, c'est votre responsabilité, pas la mienne. C'est OK avec ça? OK, cool. J'aime bien représenter la communication en fait comme ça.
Vous allez voir que ce soit vous, que ce soit une entreprise, tout évolue dans le temps. C'est juste d'après vous cette histoire-là? Du petit gamin qu'on était, du petit bochou, jusqu'à maintenant l'adulte que l'on est, on a évolué. C'est juste? Une entreprise, quand elle démarre, quand elle naît, et puis quand elle passe quelque temps, si moi je prends l'exemple de ma boîte, SF Consulting, qui d'ailleurs n'existe plus en tant que tel, SF Consulting, j'ai créé une autre société qui s'appelle AFC, Agence Formation Conseil, bah du coup ça a évolué. Et j'aime bien représenter, tiens, on va mettre ça comme ça, donc on appelle ça évolution. Ça vous voit ça, un escalier? Je suis pas très bon en dessin, ne m'en veuillez pas. Parce que ça symbolise bien, effectivement, à un moment donné, l'évolution, le fait de grandir. Ah tiens, ça c'est un de mes trucs d'ailleurs que j'adore, c'est, je dis toujours sur ma page Facebook, c'est le premier truc que vous trouvez quand vous tombez sur ma page Facebook, c'est grandir pour faire grandir. C'est ma devise, c'est mon truc. C'est comme ça que je suis devenu formateur. On m'a dit, tiens, moi j'ai envie de grandir pour apprendre des nouvelles choses. Tu vois, par exemple, samedi, là, donc avant-hier, on est quel jour? Lundi? Je suis toujours perdu moi au niveau des jours. Mais samedi, j'étais à un séminaire sur le web marketing, juste pour continuer de grandir. Et puis du coup, bah, la formation, faire grandir tous les gens que je peux avoir en formation. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et moi, je suis content à la fin, non seulement quand vous avez votre diplôme, c'est important, bien évidemment, mais surtout quand vous trouvez un job derrière, et encore plus quand vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Ça me botte. Ça, c'est mon truc. D'accord? Ok, grandir. Prenons un exemple. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants, là, qui ont 13-14 ans? Oui? Personne? Garçon ou fille? Fille? Garçon? Quel âge? 12 ans. 12 ans? Ok. Prenons un garçon, tiens, par exemple, qui a 12, 13, 14 ans. Prenons la généralité du truc et demandons-lui à ce garçon s'il sait conduire une voiture. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le gamin, là, 13, 14 hein? Il va dire ouais, pourquoi il va dire oui? Parce qu'il a confiance. Parce que c'est un garçon. C'est un frimeur, là. Il a déjà vu faire, il sait reproduire les gestes, exactement ça. Pourquoi je dis souvent les garçons là, comme ça? Parce que les filles, elles sont matures un peu plus tôt en général, beaucoup plus tôt, on va dire. Et donc, du coup, elles ont un peu plus de recul par rapport à ça, quoi. Les garçons, ça vient un peu plus tard, quoi. Ou pas. Il y a du vécu. Ça fait de la généralité, là, je vous dis pas, quoi. Notre gamin, là, à 13-14 ans, si on lui dit « Tu sais conduire, tiens, je te file les clés. »« Ah ouais, mais t'en vas-y, fais péter la voiture. » Tu m'étonnes, bien sûr, je sais conduire. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il a vu faire ça depuis qu'il est tout gamin, quoi. Il vous a vu conduire, certainement. Il a vu conduire les gens dans la rue depuis qu'il est tout petit, c'est juste logique. Et il va nous dire, effectivement, oui, je sais, parce qu'il aura vu faire ça tout le temps. Et puis en plus, avec ces jeux vidéo, là, maintenant, il va dire « Attends, trop facile, la voiture. Trop facile, quoi. » On est bien d'accord que le gamin, là, à 13-14 ans, c'est pas conduire, hein? En fait, il est là. Il est ici, et c'est ce qu'on appelle II. II, il est inconsciemment incompétent. Il sait pas qu'il sait pas. C'est pas beau, ça? C'est pas belle, la vie? Le gamin, il sait pas qu'il sait pas. Et vous allez voir que nous aussi, hein, ça nous arrive des fois. Et des fois, on pense qu'on sait faire des choses, et puis jusqu'à ce qu'on soit confronté au truc, et en fait, ça coince. Le gamin, il sait pas qu'il sait pas. Il est inconsciemment incompétent. Mais c'est formidable cette époque-là, non? Vous trouvez pas? Parce que c'est aussi un moment où on est dans l'insouciance, où on est dans l'inconscience. Il ne faut pas croire que c'est mauvais cette histoire-là, c'est juste une étape en fait. Mais c'est chouette, quoi. Quand vous ne savez pas que vous ne savez pas, vous êtes ce qu'on appelle dans l'ignorance. Alors si on parlait des archétypes en coaching, ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, je suis coach en entreprise. Mais du coup, quand on parle des archétypes en coaching, effectivement, il y a un moment donné où on a une phase comme ça, où il y a celui qui est juste, qui n'a pas idée de ce qui se passe et qui n'est pas au courant de ce qui se passe, et donc tout va bien, quoi. Et là, notre gamin, il en est là, il est inconsciemment incompétent. Puis vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, même s'il a 12 ans ou 13 ans, 14 ans, à un moment donné, il va arriver comme, allez, la plupart des gens, encore que dans les grandes villes, maintenant c'est moins vrai, mais moi qui viens du Puy-en-Velay, là,
Quand on arrive à 16 ans, ça nous démange déjà depuis un moment et on veut faire la conduite accompagnée. Et quand arrive 18 ans, il faut absolument qu'on passe le permis. Et quand même, beaucoup de jeunes passent le permis. Qui c'est qui a le permis là parmi vous? Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Allez, ok. Notre gamin là, à 13-14 ans, donc il va arriver un jour à l'auto-école. Et pour la première fois, il va vraiment se mettre derrière le volant. Et là, oh, là il va commencer à se gratter les cheveux. Parce que embrayer, débrayer, tourner à droite, à gauche, regarder le rétroviseur, les voitures qui arrivent en face, le rond-point, le machin, oh, c'est pas si simple. Mais il s'en rend compte au moment où il essaye. Vous vous souvenez quand vous avez commencé à conduire? Il y en a pour qui ça a dû être plus difficile que d'autres. Il y en a pour qui ça a dû être plus difficile que d'autres. Hein? Moi, j'ai appris sur piste, alors c'était plus Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. semaine, alors c'est facile. Mais c'est vrai que la première fois qu'on monte dans une bagnole et que vraiment on est confronté à ça, passer la première, la deuxième, embrayer, débrayer, tourner au rond-point, machin, c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Et d'un coup, ah oui, alors après avoir calé 12 fois en 3 minutes, ça rappelle des souvenirs à certains. Et ben du coup, notre gamin, là, il vient de grandir. Il vient d'évoluer. Il était là, inconsciemment incompétent, il savait pas qu'il savait pas faire. Et bien là, il vient de se rendre compte qu'il ne sait pas faire. Elle est pas belle la vie? Et il a grandi. Il est devenu CI. Consciemment incompétent. Il sait qu'il ne sait pas faire. Merde. Pardonnez-moi. Ah oui, de temps en temps aussi, veuillez m'en excuser, mais j'utilise éventuellement un langage un peu, les Canadiens appellent ça un langage un peu coloré. Ne m'en veuillez pas, mais j'essaye de limiter quand même en formation. Surtout que c'est filmé. Surtout que c'est filmé. Donc du coup, on va éviter pour ce matin, on va essayer de faire bien et d'éviter le langage trop coloré. Ok, il vient de grandir. Il est passé consciemment incompétent. Il se rend compte qu'il ne sait pas faire. Il se rend compte que les 20 heures de conduite, ben, elles ne seront pas de trop, quoi. Il se rend compte qu'effectivement, heureusement qu'il y a un moniteur à côté, heureusement qu'il y a le double pédalage, heureusement qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner, quoi. Et donc, du coup, dans cette idée-là, il va passer dans une phase d'apprentissage. Et vous savez, nous, quand on rentre en formation, c'est un peu ça aussi. Hein. On est, à un moment donné, quand on cherche à apprendre un nouveau métier, c'est juste qu'on a tous des compétences, ça c'est la chose la plus vraie qui soit. On a tous des talents, on a tous des compétences, mais il y a peut-être des domaines pour lesquels on n'est pas encore hyper compétent, quoi. Et c'est pour ça qu'on passe par des centres de formation, c'est pour ça qu'on vient apprendre, c'est pour ça qu'on se forme. Et du coup, on va être dans notre phase d'apprentissage. Et puis on va grandir. Et puis notre gamin, là, une fois qu'il aura fait ses 20 heures de conduite, ou peut-être 21, ou peut-être 22, ou peut-être 25, j'en sais rien. Je ne sais pas trop comment ça se passe, moi ça fait longtemps que j'ai passé le permis là. Mais à un moment donné, vous êtes d'accord avec moi, comme à peu près 90% de la population, il va passer son permis, et qu'est-ce qui va se passer? Il va l'avoir. Il va avoir son permis. À peu près 90, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'imagine 90-80% des gens qui passent le permis, à un moment donné, finissent par l'obtenir. Il y en a pour qui ça prend une fois, il y en a d'autres pour qui ça prend 4 fois, mais bon, à la sortie, on a le permis. Donc, on aura encore grandi. On est bien d'accord que quand on vient de déboucher le permis, là, on ne sait pas encore exactement conduire, quoi. Mais pour l'État, pour la loi, c'est OK. Vous avez, alors nous c'était un papier rose à l'époque. Maintenant je crois pas. C'est une carte. Notre gamin il a grandi. Il est monté d'une marche. Il est passé. Il était donc inconsciemment incompétent. Il est passé consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas faire. Il est passé maintenant consciemment compétent. Il sait qu'il sait faire. Même si, encore une fois, quand on a le permis, je leur ai dit, on ne sait pas hyper bien conduire. Mais pour l'État, c'est OK. Je sais que je sais faire. J'ai donc mon permis. C'est légal. Je peux prendre la bagnole et conduire tout seul. Chouette. Chouette. Vous m'avez dit qu'à peu près tous là dans la salle avaient le permis. Quand vous montez dans votre bagnole, est-ce que vous vous rendez compte de comment vous passez la première, comment vous avancez, comment vous tournez à droite ou à gauche ou comment vous freinez?
C'est automatique. Non, on ne se rend plus compte. C'est automatique. Quand vous montez dans la bagnole, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. C'est juste ou pas? Marie-Jo, vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît? Gardez ce que vous avez, c'est pas grave. Ah, non, bougez pas. Laissez faire. En plus, vous avez une canne et tout. Remettez-vous là. Désolée. Non, vous inquiétez pas. Marie-Jo, vous vous êtes rendu compte de comment vous êtes levé? Non, pas forcément. Je m'apprends un puits, je me lève normalement. Il y a plein de trucs comme ça qu'on fait et on n'en a même pas conscience. Je vous ai demandé de venir vers moi, vous êtes levé, vous avez commencé à faire un pas, prendre votre canne et vouloir venir jusqu'à moi. Et j'aurais pu le demander à n'importe lequel d'entre vous, ou laquelle d'entre vous. Du coup, vous seriez levé, vous aurez fait un pas, 2 pas, 3 pas, vous arrivez jusqu'à moi, et vous ne vous aurez pas rendu compte de ce qui s'était passé. Et quand vous prenez votre bagnole et que vous mettez la clé dans le truc, là, dans le Neyman, vous démarrez, vous mettez la première, vous avancez, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. C'est pas beau ça? Vous êtes juste en pilote automatique. Vous ne vous rendez plus compte de ce que vous faites. Bonne nouvelle! Vous avez grandi. Vous êtes passé IC. IC? Inconsciemment compétent. Inconsciemment compétent. Vous ne vous rendez même plus compte que vous savez faire. Vous ne vous rendez même plus compte que vous êtes expert de ce que vous faites. Et si je parle de marcher, par exemple, bah ouais, vous avez appris à marcher à peu près comme tout le monde, aux alentours de 12, 13, 14, 15 mois. Là, il y en a pour qui c'est un peu plus long que d'autres, peu importe. Il y en a, c'est un peu avant, peut-être à 10 mois, peu importe. Mais du coup, vous avez appris à marcher et vous ne vous rendez plus compte aujourd'hui, à l'âge que vous avez, de comment vous marchez, commencez à faire un pied devant l'autre, mettre un pied devant l'autre, parce que c'est naturel, parce que c'est normal. Il y en a qui ont des enfants en bas âge, là, parmi vous? Oui. Quel âge? 1 an, plein dedans, il y en a plein dedans. Donc il commence à garçon ou fille? Garçon. Pas de chance. Non, je plaisante. Il commence à se mettre sur ses 2 pieds. Il commence à vouloir avancer. Mais ouais, le gamin, lui, là, quand il apprend à marcher, bah lui, c'est pas évident de mettre un pied devant l'autre. C'est pas comme nous lever de notre chaise et puis d'avancer. C'est pas comme nous rentrer dans la voiture, mettre la première, avancer. Lui, le gamin, il est en pleine galère, là, il est en plein apprentissage, quoi. Il se rend bien compte qu'il sait pas faire, qu'il va se casser la figure, quoi. D'ailleurs, vous savez à peu près en moyenne combien de fois un enfant tombe là pour apprendre à marcher? Un paquet de fois? Combien? 10 fois, d'accord, ok. Qui dit mieux? Plus que ça? Plus que ça? Je sais pas, jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. Ça fait beaucoup? En moyenne, à peu près, un gamin, quand il apprend à marcher, il tombe 2500 fois. C'est un peu plus de 10. En moyenne, il... Hein? Pardon. Les siens, ils font du surplace du coup. Il y en a qui font du surplace. En moyenne, il tombe 2500 fois le gamin. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, hein, parce que nous, du coup, tous autant qu'on est, vous êtes bien d'accord que quand on était gamin, bah, pareil que les autres, hein, on est à peu près tombé 2500 fois. Hein. Et on s'est toujours relevé. Et on a quand même essayé d'apprendre à marcher. Et puis on a quand même réussi à apprendre à marcher. C'est juste ou c'est pas juste, cette histoire-là? Il n'y a personne parmi vous qui se déplace à 4 pattes, là, encore? Ça vous arrive d'abord. On va pas très loin comme ça, je vous le dis tout de suite, on va pas très loin à 4 pattes. Pour avancer, je veux dire, dans l'absolu, on va pas très loin, quoi. Si le but c'est d'avancer. Bref, par contre c'est intéressant. Je me dire, si le gamin, l'enfant, il tombe 2500 fois, et moi, l'enfant que j'étais, je suis tombé 2500 fois. Aujourd'hui, quand je me casse la figure, combien de fois je me relève? Si je me casse la figure 2500 fois. Non. Hein? Par rapport aux échecs qu'on peut avoir de temps en temps. Mais c'est toujours intéressant de se dire, tiens, l'enfant que j'étais, lui, il s'est relevé 2500 fois. Est-ce qu'il a la capacité? Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il a la volonté?
Mais carrément, quoi. Mais carrément. Mais une fois qu'on est adulte, quand on tombe, quand on se fait mal, quand il y a un truc qui nous arrive qui ne nous convient pas, quelle est notre capacité à nous relever? Quelle est notre capacité à essayer de se remettre debout? Toujours intéressant, hein, de se rendre compte de ça, de faire le parallèle. On en reparlera. Ok. J'étais inconsciemment incompétent. Je croyais que je savais faire, mais en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Je suis passé consciemment incompétent. Du coup, j'ai appris. Je suis passé consciemment compétent. Donc, du coup, là, vous êtes dans la pratique, on va dire, ici. Et puis, parce que ça roule maintenant, vous ne savez même plus que vous savez. Et vous êtes devenu inconsciemment compétent. C'est chouette. Vous êtes devenu expert. Vous savez qu'en termes d'expertise, quand on parle d'expertise, je ne sais pas, par exemple, pour jouer d'un instrument de musique ou pour faire un métier particulier, on dit à peu près qu'il faut 10 000 heures. 10 000 heures avant d'arriver à une expertise. Intéressant pour quelqu'un qui joue du violon ou du piano, j'en sais rien, à peu près 10 000 heures. Bref, on est là. Le problème, c'est que souvent on est calé ici. On ne se rend même plus compte de ce qui se passe. On ne se rend même plus compte de comment on avance. On ne se rend même plus compte que je conduis ma bagnole. Et je me rends même plus compte, tiens d'ailleurs, de comment je parle. Je me rends même plus compte de comment je communique avec l'autre. Et vous allez voir, c'est quand on ne se rend plus compte, parce qu'on est expert, qu'on commence des fois à dévier un peu. Moi, c'est ce qui fait, par exemple, qu'il me reste que 3 points sur mon permis de conduire. Parce que je suis là, et parfois, je ne me rends pas compte que je suis à beaucoup plus que la limitation autorisée. On ne se rend pas compte. Et des fois, quand on se rend compte, le flash est passé. Et... Zut! Pour pas être impoli. Et il y a des moments où il nous manque un truc là, comme ça. C'est justement de se rendre compte. Et se rendre compte, c'est une des plus grandes capacités que vous puissiez avoir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Vous allez voir que si vous allez, au fur et à mesure, vous allez en prendre conscience, quand vous allez rentrer dans ce truc-là, se rendre compte, vous allez voir que ça change tout. Reprenez des exemples quand vous étiez au collège. Je suis sûr qu'il y en a qui, en maths, ils n'étaient pas meilleurs que moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand vous rameniez un 3 en maths à la maison, qu'est-ce qu'on vous disait? C'est pas bien, hein? Pas bien. Et encore, on vous disait c'est pas bien, ils étaient gentils vos parents. Hein. Vous ramenez un 3 en maths et un 12 en français, et 9 fois sur 10, on vous disait c'est quoi ce 3 en maths? T'es nul en maths, qu'est-ce que tu fous? Machin. Ouais. Parce qu'on a cette culture-là. On voit vraiment très très bien ce qui ne va pas, mais on occulte complètement et on ne voit pas du tout ce qui va bien. Commencez, moi je vais vous inviter à ça vraiment tout le temps, tout le long de votre formation. Mais même pas que dans la formation, d'une façon générale dans votre vie. Regardez ce qui va bien. Regardez là où vous avez des talents. Regardez là où vous êtes bon. Regardez ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Parce que quand vous regardez ce qui va, quand vous regardez vos talents, vous allez pouvoir construire sur vos talents plutôt que construire sur vos défaillances et vos faiblesses. Et je peux vous dire que les fondations de la maison ne sont pas du tout les mêmes à la sortie. Hein. Elles ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est vrai qu'on a cette culture en France où on va appuyer d'abord sur ce qui fait mal. On va appuyer d'abord là où ça ne va pas. Vous, pendant votre formation, soyez capable d'abord de regarder ce qui va bien. Après, oui, il y aura des choses à apprendre. Bien sûr qu'après, il y aura ce que moi j'appelle des axes d'amélioration. Il y a des points positifs et il y a des axes d'amélioration. Mais pour ça, il faut juste que j'accepte de me rendre compte de ce qui se passe. À un moment donné, je me pose et je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était la situation là? C'était bien, ok, il y avait des choses qui étaient bonnes, ok. Puis il y a peut-être des choses où, tiens, tu n'as pas trop bien réussi, ou tu aurais pu faire mieux. Et là, tu passes en axe d'amélioration. Et cette capacité-là, elle est très très importante. Elle est ici. Ça s'appelle la métacompétence. La métacompétence, c'est juste cette capacité à
me rendre compte de ce qui vient de se passer. Ou à me rendre compte même parfois à l'instant T de ce qui est en train de se passer. Vous voyez là par exemple, si je me mets en métacompétence, je me rends compte effectivement que vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Je me rends compte aussi qu'il y a du bruit à l'extérieur. Je me rends compte qu'il y a les 2 caméras. Je me rends compte que, effectivement, je n'ai pas énormément de place pour passer comme j'aime me déplacer habituellement. Je me rends compte de tout ça. C'est-à-dire, en fait, c'est apprendre à se regarder pédaler. Et vous verrez que cette compétence-là, elle n'est pas innée dans l'absolu. Il faut juste la travailler. Il faut juste à un moment donné poser. C'est comme une photo à un instant T. Oui, on est dans un monde où on adore prendre des photos là, avec nos smartphones là, et on met une image à un instant T. Et ben nous c'est pareil, mais à le faire dans notre tête et pour une situation donnée. Quand je suis, je sais pas moi, quand je fais un tableur Excel, j'en sais rien, parce que vu qu'il y a beaucoup de comptables, sur un comptable là-dedans. Quand je fais un tableur Excel, je me rends compte à la fin de ce qui s'est passé. Il y a des trucs que j'ai faits qui sont top, qui sont bien. Puis il y a peut-être des formules que j'ai loupées. Et puis il y a d'autres trucs qui sont impeccables parce que les chiffres sont justes, je ne sais rien. Et puis je me dis, oh, peut-être que là j'ai été un peu lent, hop, axe d'amélioration. Vous voyez l'idée? C'est toujours de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Et ça, c'est la métacompétence, et pour moi, c'est une des plus grosses clés de l'évolution. C'est notre capacité à nous rendre compte de façon tangible, de façon entre guillemets honnête avec nous-mêmes, dans la réalité des choses, de se rendre compte de façon factuelle de ce que l'on fait. Je vous en reparlerai. Mais c'est très important pour pouvoir évoluer. Et en formation, c'est vraiment un outil extraordinaire pour pouvoir grandir. Et dans la vie professionnelle d'une façon générale. Ok. À votre avis, quelle couleur je vais prendre? Peut-être ça. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui va nous permettre d'évoluer? Les connaissances. Les connaissances vont pouvoir nous permettre de grandir, mais donc les connaissances, vous êtes d'accord qu'au départ on est là, et puis on va passer en phase d'apprentissage, donc on va prendre des connaissances, donc on va se retrouver là. Qu'est-ce qui va nous permettre d'évoluer? L'expérience, pareil, l'expérience, on va la retrouver ici, on était inconsciemment incompétent, on va aller s'essayer, entre guillemets, un certain nombre de choses, rentrer dans la voiture pour la première fois, me rendre compte que c'est pas évident, et donc du coup je vais créer de l'expérience. C'est hyper important d'ailleurs, c'est hyper important. Si j'avais plus de temps, je vous parlerai justement d'un truc que Martin Latulippe dit toujours, pour justement prendre confiance en soi, c'est qu'à un moment donné, il faut essayer, il faut créer de l'expérience. L'expérience, elle va peut-être pas tomber du ciel, quoi. Il faut aller la chercher, il faut aller la provoquer. Et il faut surtout ne pas avoir peur à ce moment-là de faire des actions inspirantes imparfaites, comme il dit. Actions inspirantes imparfaites, c'est-à-dire essayer quelque chose. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que quand tu auras essayé, eh ben, tu auras gagné en compétences et tu auras gagné en expérience. Et si tu as gagné en expérience, tu auras gagné en confiance en toi. À condition qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Juste, Mohamed. C'est pour ça que notre niveau ici est super important. Parce que quand je fais quelque chose et que je me rends compte qu'il y a des trucs qui ont été bien et qu'il y a des trucs qui ont été un peu moins bien. Et donc, du coup, si je cherche à comprendre ça, je vais pouvoir recontinuer ce que je faisais bien à le refaire. Et puis, ce que je faisais un peu moins bien, et ben, à le faire bouger. À l'améliorer. Exactement. C'est de l'amélioration continue. Et c'est très juste. Si je me rendais compte systématiquement, depuis que je suis tout gamin, des erreurs que j'ai faites et que plus jamais je les reproduis, vous imaginez comment seraient nos vies? C'est énorme notre capacité, à reproduire les mêmes erreurs. Ça c'est fou, hein? Ça c'est fou. Mais parce qu'on ne se rend pas toujours compte. On ne se rend pas compte de ce que l'on fait. On n'est pas dans cette métacompétence. Moi je vous promets, il y a quelques années en arrière, quand j'ai appris ce truc-là, ça a changé ma vie. Mais je vous le dis sincèrement, ça a changé ma vie. Et je continue à apprendre tous les jours avec ça. Tous les jours. Et des fois, je ne vais pas assez loin. Des fois, je ne réfléchis pas assez. Des fois, je ne me mets pas assez dans cette métacompétence. Je suis dans l'action parce qu'en plus, moi, j'aime ça. Et puis, des fois, merde, hop, je me plante. Marche arrière. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été moins bon? Progresse. Progresse. Celui qui cesse de vouloir progresser cesse déjà d'être bon. C'est juste cette histoire-là?
En formation, il y a toujours ça en tête. Soyez un éternel étudiant. Celui qui cesse de vouloir progresser cesse déjà d'être bon. Ok. Je reviens à ma question. Un vieux défaut de coach. Qu'est-ce qui nous fait évoluer? Qu'est-ce qui nous permet d'évoluer? Là, les expériences, on en parlait. La connaissance, pareil. La formation, pareil. On est là. La communication va un peu plus loin, Marie-Jo. C'est apprendre des autres. Apprendre des autres. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est une des clés fondamentales que vous venez de nous dire, Marie-Jo. Une des clés fondamentales. Apprendre des autres. On ne peut pas évoluer sans les autres. Pas possible. Et là, on tombe dans nos relations. Écoutez bien ça. Histoire vraie, malheureusement, qui va vous montrer qu'on ne peut pas évoluer sans les autres. Dans les années 60-70, en Roumanie, des chercheurs se posent la question de dire, tiens, si on laissait des enfants se débrouiller tout seuls pour apprendre à parler, quel langage parleraient-ils? Donc du coup, si on ne leur apprend pas le roumain ou le français ou l'anglais ou l'espagnol, j'en sais rien, si on leur apprend rien, quel langage ils vont développer? Mais attention, pour que l'expérience soit complète, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils s'occupent des gamins dans le sens où ils leur donnent à manger, à boire, ils dorment, ok, pas de problème. Mais par contre, ils les isolent. Pas de contact. Pas de contact avec personne. Parce qu'on a envie de savoir exactement quel langage tout seul ils vont développer. Quel langage d'après vous? Leur propre langage. Hein? Le leur. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis pour ces enfants? Un langage des signes. Intéressant. Moi, je pense plutôt oral. Oral. Manière, Ouais. Vous savez ce qui s'est passé pour ces enfants qu'on a laissés tout seuls pour justement, l'idée c'était qu'ils se développent un langage qu'on ne connaissait pas et qu'on sache ce qu'il en est. Et combien de temps ils ont été laissés? Elle a duré combien de temps? Eh ben l'expérience? Ils avaient pris un groupe, en fait, alors pour vous raconter la petite histoire, ils ont pris un groupe dans un orphelinat, donc des enfants qui n'avaient pas de parents, et ils ont fait cette expérience-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient très conscients que cette expérience allait durer longtemps. Parce qu'un enfant, déjà, pour qu'il apprenne à parler, vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas les premiers heureux à quel âge là ça arrive, et puis les premiers papa-maman, j'ai pas d'enfant, mais peut-être au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça commence à blablater un peu, 4 ans, on commence à vraiment y arriver. Donc du coup, ils savaient très bien que là, ça allait prendre beaucoup de temps, quoi. Avant l'âge de 7 ans, tous ces enfants sont morts. Ils sont morts. Parce qu'ils n'ont rien développé. Ils n'ont rien développé au niveau des connexions. Enfin, il leur a manqué un certain nombre de connexions synaptiques qui ont fait qu'ils n'ont pas pu évoluer parce qu'ils étaient tout seuls et qui ont fait que ces enfants sont décédés. Et là, on a compris que dans la pyramide, le bas de la pyramide de Maslow, tout le monde connaît la pyramide de Maslow, peut-être pas encore? Pyramide de Maslow, au départ, on a les besoins primaires, donc manger, boire, dormir, respirer pour la race se reproduire. Et du coup, on a compris aussi que la relation était pour un enfant absolument indispensable. Même pour une grande personne. Vous comprenez pourquoi le système des prisons ne marche pas. Parce que quand vous êtes en prison, vous êtes 2, 3 par cellule, 4, et puis à la récréation, enfin dans la cour, vous rencontrez les autres, etc. Mais mettez quelqu'un à l'isolement, tout seul, sans en plus si vous coupez la lumière, je peux vous dire qu'il n'y en a pas besoin pour 20 ans. Non, pas besoin pour 20 ans. Mais du coup, le plus vieux, je crois, avait 7 ans. L'enfant le plus âgé avait 7 ans. Dans les autres moments, on continue à faire ça. Vous avez, qui c'est qui a déjà vu ce film Seul au monde avec Tom Hanks? Quelqu'un? Ouais? Main levée? Qui c'est qui a déjà vu Seul au monde? Seul au monde, alors pour ceux qui n'ont pas vu, le gars, il y a un crash d'avion, bref, c'est un truc américain, il y a un crash d'avion, il se retrouve sur une île tout seul, l'ami Tom Hanks.
Qu'est-ce qu'il fait sur son île tout seul, pour ceux qui ont vu le film? Il se crée un ami. Comment il fait? Avec un ballon. Il trouve un ballon de volley, et du coup, il lui met des yeux, des cheveux, une bouche. Pourquoi? Et il lui parle. Il crée un ballon, il crée un personnage fictif, et il lui parle. Il lui parle parce qu'on a besoin de relations. On ne peut pas faire sans relation. On ne peut pas être tout seul. Un enfant, à la naissance, vous savez, il a besoin de deux choses. Les besoins primaires, donc manger, boire, dormir, respirer. Et la deuxième chose, c'est l'amour inconditionnel. Il a besoin que de ça, un gamin. Donnez à votre enfant de l'amour inconditionnel et vous allez voir qu'il va grandir et s'épanouir. Et Tom Hanks, là, qui se retrouve tout seul sur son île, il se retrouve vraiment paumé tout seul, là au milieu, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Et un des premiers trucs qu'il fait, là, au bout de quelques jours peut-être, il se crée un personnage fictif avec qui il va pouvoir échanger. Il se crée juste une relation. Sans relation, pas possible d'avancer, pas possible d'évoluer. Le problème, c'est bien d'avoir des relations, mais c'est que nos relations, elles ne se passent pas toujours bien. C'est juste ça ou c'est pas juste? Alors, comment ça se passe quand nos relations, elles ne se passent pas bien? Tiens, racontez-moi un peu la dernière fois que vous êtes engueulé avec votre mari ou avec votre petite amie. Comment ça se passe? Elle s'est barrée. J'ai envie de ça, sans rentrer dans le détail, sans rentrer dans la vie privée, mais j'ai envie de savoir ça. Comment ça se passe? Racontez-moi une des fois où vous êtes, entre guillemets, un peu pris la tête avec votre conjoint ou avec votre partenaire. Il y a des cris déjà. Hein, il y a des cris. Alors comment ça se passe quand il y a des cris? C'est celui qui criera le plus fort que l'autre. Celui qui criera le plus fort que l'autre, d'accord? Ça existe ça des fois? Non, jamais. Celui qui crie le plus fort que l'autre. Donc, si je crie, ou si l'autre crie, qu'est-ce qui se passe? Attaque. Attaque. Pas 36 solutions, d'ailleurs. Si je crie, si je me mets en colère, si je ne suis pas d'accord, et que je l'exprime, on va dire, notamment en criant, j'attaque l'autre. C'est juste cette histoire-là ou c'est pas juste? Est-ce que ça vous arrive aussi de temps en temps? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est en face? Alors, vous avez après deux choix. Elle augmente le volume et elle va crier éventuellement plus fort que vous. Ou alors elle se tait. Ça dépend du contexte. Mais à quelque chose près, pour faire simple, on a une personne qui crie, on a une personne qui attaque. Soit le choix, c'est que la personne en face crie encore plus fort et donc va contre-attaquer, ou alors soit elle va se taire et elle va partir. Combien de fois ça vous est arrivé de dire quoi, ou si vous vous embrouillez avec votre conjoint ou votre conjoint et que votre conjoint ou votre conjoint dire allez laisse tomber, de toute manière tu me saoules, tu comprends rien, je me casse. Ça arrive ça des fois? Ça arrive souvent? Ouais, ça arrive. Bah ouais, parce qu'on n'a pas le choix, vous allez voir, quand nos relations se passent mal, attaque d'un côté, fuite de l'autre côté. C'est pas plus compliqué que ça là le conflit? Fuite, attaque, fuite, attaque, fuite, attaque. Pas plus compliqué que ça. J'attaque, l'autre peut attaquer ou être dans la fuite. À 90% du temps, après on va toujours trouver des exceptions. Hein. Alors ça c'est aussi un truc important que je ne vous ai pas dit en formation. C'est vrai que je prends toujours le 90%. Je ne m'attache pas aux 10% je ne m'attache pas au 1% l'exception. Parce que l'idée c'est juste de comprendre globalement les choses. Mais globalement, c'est vrai que quand ça se passe mal, fuite, attaque. Je t'engueule, laisse tomber, tu me saoules, tu comprends rien, je me casse. Et en général, d'une façon après schématisée, de généralisation, les hommes aiment bien attaquer, les femmes aiment bien fuir. Je sais pas pourquoi, chaque fois, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je dis ça, il y a des réactions dans la salle, quoi. Ok, reprenons. Alors normalement, donc, les femmes attaquent et les hommes fuient, quoi. Autant, c'est proportionnel. Les proportionnel, d'accord, non? Autant. Bref. Bref. On comprend bien que cette histoire-là, qu'elle soit 50-50 ou 60-40, on s'en fout, quoi, c'est pas là le problème. Mais c'est que ça arrive.
c'est que ça arrive. C'est juste ou pas? Ça arrive au quotidien, ça arrive dans notre vie personnelle, ça arrive dans notre vie professionnelle, ça arrive dans nos relations avec nos amis, ça arrive avec nos relations dans le travail, ça arrive à tout moment que ça peut arriver. Mais je comprends bien aussi que si je suis là, bah ici ça va être difficile, hein, vous ne croyez pas? Si je suis en bas, si je passe mon temps à être dans la fuite et dans l'attaque, bah forcément ici ça sera plus compliqué, quoi. Donc du coup, il va falloir aussi, parce que je peux vous dire que quand on est dans la fuite et dans l'attaque, on n'a pas une grande capacité à être dans la métacompétence. On n'a pas une grande capacité à se rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'on est dans l'impulsivité. On est dans le moment présent et bing, tu m'attaques et soit je te réponds, soit laisse tomber, tu... On n'a pas cette capacité à se dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est en train de partir en sucette là, la relation? Et du coup, si ça part en sucette, ici, bah, je me rends bien compte que ici ça va être compliqué, à quoi ça sert? On n'a pas cette grande capacité à vouloir passer à autre chose à ce moment-là. Il va falloir un peu de temps. Il va falloir un peu de temps où eh ben, on va se réconcilier, on va se remettre d'accord. Parfois. Pas tout le temps. Et puis à un moment donné, bah, notamment dans nos relations, en couple, en famille, si on est trop souvent là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. À un moment donné, ça se sépare. Parce qu'on passe plus de temps ici que ailleurs. Ou que le ici est trop présent. Que le fuite-attaque prend trop de place. Et on se rend bien compte que du coup, bah, on galère, on n'avance pas. C'est pas marrant. Donc du coup, à nous aussi de se dire, tiens, comment ça va pouvoir évoluer? Mais alors, heureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça, quoi, nos relations. Heureusement, de temps en temps, on peut aussi être dans ce qu'on appelle la co-construction. Et c'est vrai que la plupart du temps, en fait, quand on n'est pas dans le conflit, on est dans la co-construction, peut-être même sans le vouloir. Mais on va effectivement s'allier, parler, échanger, construire ensemble pour justement pouvoir évoluer. Ça va? Ça vous parle cette histoire-là? C'est logique pour vous? Ok, cool. Donc du coup, c'est important de comprendre ça aussi. Que si je suis en fuite-attaque, je vais avoir du mal à évoluer. Et que pour évoluer, il va falloir que je passe sur autre chose. Il va falloir que je change de niveau. Il va falloir que je change de strate. Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que mes relations se passent bien ou pas bien? Communication? Communication, on est là. Compréhension? On est là. Raisonnement? Toujours là. L'écoute? Il faut avoir quelqu'un à écouter, vous êtes d'accord? Vous êtes là. C'est qu'on y gagne. C'est intéressant ça. Continue, t'as pensé? En fait, je pense qu'il n'y a pas de relation qui peut être constructive si on est toujours intéressé dans une discussion. D'accord. Dans une relation, on a toujours quelque chose à y gagner et à donner à quelqu'un. À partir du moment où on a plus rien à... Donc tu es dans l'échange et tu gagnes à avoir cet échange. C'est ça que tu es en train de me dire? Ok, donc on est là. Pour atteindre un objectif. Donc du coup, toi tu vas plus loin. Pour atteindre ton prénom? Fessage. J'étais Fouad dans la tête et j'ai dit non, c'est pas Fouad. Fessage. Tu es là du coup. Si tu veux atteindre un objectif, c'est que tu as envie d'évoluer. Tu as déjà une vision, donc tu as envie d'évoluer. Donc du coup, tu vas déjà trop loin. Moi, je veux dire, qu'est-ce qui se passe pour justement faire que notre relation, qu'est-ce qui va faire en sorte que notre relation, au fond, se passe bien ou se passe pas bien? Le feeling. J'adore ça, le feeling. Le feeling avec qui? Bah là, si on part sur une relation, c'est parce qu'il y a un feeling, il y a une entente. Donc tu es bien d'accord qu'on est là? On fait passer un message. On fait passer un message. À qui?
gestuelle, la gestuelle du couple. C'est gestuel. Alors, on va voir que c'est hyper important. Et vous le verrez, on va séparer les trucs en deux cet après-midi. On va faire aussi du non-verbal avec Belmira. Vous allez voir à quel point le non-verbal est hyper important dans notre communication. C'est un truc de malade mental, quoi. Un truc de fou. Et ça, c'est un truc, les amis, où on n'a pas du tout conscience. On n'est pas du tout là, pour le coup. Alors, on a beaucoup de mal à être là quand on est dans le non-verbal. Parce que vous allez voir qu'il y a des parties de votre corps qui ne savent pas mentir. Nous, on est des super menteurs, là, les êtres humains, là, d'une façon générale. Et alors les commerciaux, je vous dis même pas. Bref, c'est pas vrai. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une mauvaise nouvelle un jour? Mais un truc vraiment pas cool, quoi. Vraiment la mauvaise nouvelle, quoi, le truc qui... C'est déjà arrivé à quelqu'un? Ouais, tout le monde, hein. Tout le monde, ça nous a déjà tous arrivé à cette histoire-là, d'avoir un jour... Il y a vraiment un truc qui nous tombe sur le coin de la figure et... Des points communs. En relation. Mais merci d'avoir essayé. On va y venir. Regardez, quand vous avez cette mauvaise nouvelle qui vous tombe sur le coin du nez, et pour peu qu'elle arrive le matin, là, cette mauvaise nouvelle, comment elle se passe la journée? Mal. Elle se passe mal la journée. Comment elle se passe vos relations pendant cette journée-là? Comment ils sont les autres ce jour-là? Ils ressentent notre santé. Comme par hasard ce jour-là, veuillez me pardonner pour le langage coloré, mais comme par hasard ce jour-là, je reçois une mauvaise nouvelle, je passe une journée de merde, et ce jour-là, tous les autres, ils sont cons comme des manches à balai. C'est juste ou c'est pas juste? Mais c'est vrai, hein. Quand on a une mauvaise nouvelle qui arrive, la journée, elle est longue, elle se passe mal, j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête, ou aller me coucher, ou dire demain ça sera mieux, ou pas. Mais, ou de flinguer tout le monde, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais du coup, on se rend bien compte que quand j'ai une mauvaise nouvelle, et bah du coup, ma journée va être longue, va mal se passer. C'est une journée galère, comme on en a tous vécu. Et ce jour-là, et ben les autres, ils me saoulent, quoi. C'est vrai ça ou pas? Ok, prenons l'inverse. Prenons un matin où vous avez une bonne nouvelle, un truc sympa. Je sais pas, je sais rien. Vous avez été augmenté, ou vous apprenez que vous avez gagné un voyage, ou que vous allez juste partir en vacances, ou que vous allez être enceinte, alors ou être papa ou être maman pour un garçon. Une bonne nouvelle, quoi. Une bonne nouvelle. Comment elle se passe votre journée quand vous avez une super nouvelle? Se passe bien? Et vite. Hein? Ça se passe vite. Elle se passe vite? Elle se passe bien? Comment elles sont vos relations ce jour-là avec les gens? Cordial. Parfaite, cordiale. Comme par hasard. C'est l'état d'esprit. Comme par hasard, ce jour-là, je vais avoir la pêche, je vais avoir une super nouvelle, ça sera cool, là, vraiment, c'est bien. On a tous envie d'avoir des journées comme ça, et le plus souvent possible, parce que c'est chouette, parce que c'est cool. Et comme par hasard, ce jour-là, bah, la journée, c'est vrai qu'elle passe, on la voit même pas passer, et puis les gens, ils sont tous sympas, ils sont vraiment cool, et la vie est belle. Et bah, vous venez de comprendre ce qui se passe dans nos relations. Que le jour où j'ai une mauvaise nouvelle, mes relations se passent mal. Le jour où j'ai une bonne nouvelle, la plupart du temps, mes relations se passent bien. Ça veut dire que, ici, nous on appelle ça les EI, c'est nos états internes. Nos états internes vont conditionner mes relations. Nos états internes vont conditionner mes relations. Ça, c'est très vrai. Parce que vous allez voir que la relation, très souvent, très souvent, est comme un miroir. Ce que vous allez envoyer va revenir. Si vous envoyez de la colère, le jour où vous êtes en colère, le jour où ça ne va pas, 9 fois sur 10, vous allez recueillir de la colère, ou alors vous allez avoir de la fuite en face. Si vous-même vous êtes dans la fuite, vous allez peut-être trouver de la colère en face, ou alors une autre personne aussi qui va fuir et tout le monde va s'isoler. Mais donc du coup, on comprend bien qu'on ne sera pas ici dans du gagnant-gagnant. Tout à l'heure, on parlait d'avoir un objectif de gagnant. Le but du jeu en communication n'est pas de gagner ou de perdre. Le but du jeu en communication est de co-construire pour pouvoir évoluer.
Mais je me rends compte que le jour où j'ai une mauvaise nouvelle, le jour où ça va pas dans ma tête, le jour où vraiment je suis en colère après peut-être moi-même ou le monde extérieur, mes relations ce jour-là sont compliquées, très compliquées. Mais par contre que le jour où j'ai une bonne nouvelle, où tout va bien, mes relations sont top. Donc je suis conscient, je prends conscience que je suis 100% responsable de ma relation avec l'autre. Ah, et là j'ai quelqu'un qui me dit, oh, ton prénom, je sais pas. Sarah. Et là Sarah, non, je suis pas d'accord avec ça quand même. Vas-y Sarah. C'est pas que de notre faute. C'est pas que de notre faute. J'adore ça. Raconte-moi. Si vous prenons une situation éventuellement qui pourrait être située dans le conflit au départ, où il y a fut attaque avec votre conjoint, vous vous engueulez pour une histoire X ou Y, et du coup, lui ou elle crie. Vous, ça va être dans votre responsabilité de fuir ou d'attaquer en retour. C'est juste. Ou bien rien dire. Ou bien rien dire. Ou bien passer. Dans ces cas-là, si vous dites rien, très souvent, vous êtes en co-construction. Ah non, Vous êtes en fuite. du tout. Dans sa perception, ah non. À part que pour moi, ça ne remonte pas dans les années 50. Ça fait des millions d'années, enfin des milliers, des centaines de milliers d'années qu'il y a des êtres et qu'il y a communication. Et avant, ils n'étaient peut-être pas conscients de tout ça, mais ça se passait de la même façon. Après, on a cherché peut-être à théoriser tout ça, mais ça a toujours existé dans l'absolu. Bref, non, ça. C'est que je me rends compte effectivement que donc mes états internes vont influer sur la relation. Mais il y a une chose très importante qu'il faut comprendre là-dedans. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident au départ à comprendre. C'est que je suis responsable de la communication que je donne. Encore une fois, je suis responsable de fuir, d'attaquer ou d'être dans la co-construction. Mais par contre, je ne suis pas responsable de ce que l'autre fait. Je ne suis pas responsable de sa communication à lui. Je vais juste me rendre compte, par expérience, que si moi je suis bien, il y a 9 chances sur 10 pour que l'autre soit bien. Si moi je ne suis pas bien, il y a 9 chances sur 10 pour que l'autre soit pas bien. Ça, c'est de l'expérience. Mais je ne suis pas responsable de l'autre, de ce qu'il fait ou de ce qu'il pense. Combien de fois on a des exemples, si vous voulez, où je vous dis quelque chose, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, je pourrais dire, comment votre prénom ? Aimé. Aimé, j'aime bien votre écharpe. Je peux vous dire que si je dis ça, parfois, il y aura une personne sur 4 à peu près, alors 3 personnes sur 4 qui vont me dire bah merci et tout, bah, ouais, c'est vrai qu'elle est sympa mon écharpe, ça me va bien, merci, j'aime bien les compliments. Et puis il y a une personne sur 4 qui va se dire pourquoi il me dit ça, elle est pas si belle que ça en plus mon écharpe, et puis il dit ça pour me faire plaisir, quel con. Parce que c'est de manipulation. Redis-moi ça, j'adore ça. C'est de la manipulation. Vas-y, alors j'aime bien ça. Explique-moi un peu plus. On peut se sentir même attaqué par ça. On peut même se sentir attaqué par ça. C'est très juste. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse se sentir attaqué par ça ? S'il nous parle de cette manière, ça veut dire que peut-être il veut obtenir quelque chose. Incroyable. Incroyable. C'est vrai, c'est juste. Comment ton prénom ? Monica. Monica. C'est très juste qu'elle dit Monica. Peut-être que s'il me parle comme ça, alors peut-être qu'il veut obtenir quelque chose. Peut-être que c'est de la manipulation. Mais ça, mes amis, c'est votre réalité. C'est votre perception des choses. Et là, à ce moment-là, pile poil, Monica, moi, je ne suis pas responsable. Je suis responsable de dire, tiens, j'aime bien cette écharpe, et vu que je le fais avec bienveillance, bah, c'est vrai que je la trouve sympa, cette écharpe, je trouve c'est cool. En plus, moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, là, le marron, le beige. J'aime bien ça. Mais après, si la personne en face, elle dit, il veut obtenir quelque chose de moi, il est dans la manipulation, je lui le laisse. C'est plus mon problème. C'est son problème, pas le mien. Ça, c'est très, 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 très important. Très important. Mais quand vous êtes dans la communication, les amis, et ça, je sais à quel point c'est difficile. Ne concevez pas un truc gagnant ou perdant. Concevez juste d'être dans la bienveillance. Et le problème, si on ne fait pas ça, on peut
peut être naïf en fait. Pas être naïf. À ce moment-là, en fait. Enfin, au début, on commence comme ça, on croit tout. Et puis, en fait, quand on subit certaines choses, ben, Alors, là, on se méfie. quelle pourrait être la réponse à ça, d'après toi? Qu'est-ce qui pourrait faire que, justement, on aborde ça de façon un peu plus profonde, j'ai envie de dire ça. J'ai pas compris votre question. Comment, tu me dis, il y a des choses qui peuvent se passer, on peut dire, ok, tiens, ça c'est cool, il est sympa, mais par rapport à des expériences, je ne peux plus être, entre guillemets, naïf ou naïve. C'est ça hein, que tu es en train de me dire? Comment on pourrait alors agir ou réagir par rapport à ça? Ça dépend de qui nous le dit. Ça dépend de qui le dit? À quel moment? Le contexte. Le contexte? C'est l'expérience qu'on a avec la Alors, c'est de l'expérience avec la personne ou des expériences passées qui vont nous amener là où on va. C'est les paramètres de la personne, comment elle est. Après, les apparences sont autre chose. Mais après, il faut C'est des apparences d'abord externe avant d'être interne, parce qu'on ne connaît pas forcément la personne. Alors, une des clés ici, Ellie, en communication qui n'est pas simple du tout, mais on ira peut-être y toucher un peu cet après-midi, mais une des clés, ce sont les faits. On fonctionne en fait en communication avec 3 niveaux. Vous avez les faits, les opinions et les sentiments. Plus vous êtes dans les opinions et les sentiments, plus vous êtes dans le risque de conflit potentiel. En entreprise, j'apprends beaucoup ça aux managers, il faut être dans les faits. Qu'est-ce que c'est les faits? Les faits, c'est, je lui ai dit, ton écharpe est sympa, j'aime bien. Ça, c'est un fait. Si derrière, je ne sais pas, par une action X ou Y, je vais essayer peut-être d'avoir un bénéfice par rapport à elle, ce que tu disais, Monica, alors du coup, les faits se transforment. Il a fait ça dans le sens de manipulation pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc, ça sera des nouveaux faits qui vont arriver. Mais qu'avant ça, je me mette dans la position de opinion-sentiment et que je me dise, tiens, il pense ça, ou il réfléchit à ça, ou il souhaite ça, ça, mes amis, veuillez m'excuser du terme, mais c'est du bullshit. Bullshit, c'est merde de taureau. La merde en barre. Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il y a un truc, si on peut. Il y a un truc que j'adore, c'est ce film avec Michael Douglas, Ce que pensent les femmes. Vous avez déjà vu ça, ce film? Ce que veulent les femmes. Ce que veulent les femmes. Mel Gibson. J'ai perdu. Mel Gibson. Ce que veulent les femmes. Mais vous voyez le truc irréel au possible, quoi. Il croise les femmes et il arrive à lire dans... Alors c'est génial, quoi, de dire, enfin, ce serait pas génial du tout d'ailleurs. Un truc de fou, quoi. Vous imaginez le bordel, quoi. Oh, si je pouvais penser ce que pense exactement le jeune homme qui est à ma gauche. Non, c'est pas possible, quand on deviendrait malade, ma boule, quoi. Mais ça veut bien dire aussi... Non, c'est pas possible non plus, quoi. Laissez tomber. On est d'accord. Mais ça veut dire aussi que cette histoire-là, mais c'est pas possible, c'est pas réel. Je peux pas imaginer ce que l'autre pense. Comment voulez-vous être dans la tête de la personne? C'est juste pas humain, quoi. Hein? Alors oui, il y a quelques petites exceptions, donc c'est pour ça que je parle toujours du 90%, encore une fois, voire là en l'occurrence du 99%. Mais vous pouvez aller chercher, le subconscient de l'autre, notamment en hypnose. En hypnose, pour les spécialistes en hypnose, notamment l'hypnose ericksonienne, où vous allez basculer effectivement dans d'autres niveaux de conscience, et là, vous allez pouvoir éventuellement prendre le contrôle sur un certain nombre de choses, pas sur tout. Mais on ne va pas aller là-dedans, parce qu'encore une fois, c'est le 1% du truc, et ici, c'est pas le sujet. Mais du coup, je me rends bien compte que je ne peux pas, légitimement, je veux dire, dans les faits, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est pas possible, cette histoire-là. C'est comme le chien qui remue la queue. On a l'habitude de dire il est content. Comment on sait? Mais ouais, exactement, comment on sait? Moi, je me suis toujours posé la question, comment on sait? Bah ouais. J'en sais rien. On a l'impression, effectivement, qu'il a l'air content. Et bon, c'est vrai que plutôt dans l'absolu, quand on voit les chiens battre la queue, a priori, ils sont sympas. Mais je vous avoue, j'ai jamais été dans la tête d'un chien. Et je crois pas avoir été chien dans une vie antérieure. Donc, je sais pas, ça. L'exemple de la queue qui remue, c'est pas toujours un bon exemple, d'accord. J'ai compris ça. Marie-Jo? Non, j'ai dit une bêtise.
Ah, ça arrive de temps en temps. Moi, j'en dis tout le temps à longueur de journée. C'est pas grave. Donc, ok, bref, pour faire un petit récapitulatif, avant qu'on aille plus loin, on va faire une pause à 10h30 dans 2-3 minutes. Ouais, dans 2-3 minutes, on va décaler légèrement. Parce que je vais vous montrer des choses ici qui sont hyper importantes. Donc, vous allez voir, donc, on a bien compris que dans nos états internes, que l'on soit en bas ou que l'on soit en haut, eh ben, c'est pas du tout pareil. Ça ne nous donne pas du tout les mêmes résultats, cette histoire-là. Et on va aller en détail étudier cette histoire-là, après la pause. Mais que du coup, je me rends bien compte que si je suis en haut, ici, il y a de fortes chances pour que ça se passe mieux que si je suis en bas. Juste? Ok? Le jour où je suis en forme, en général, mes relations se passent mieux que le jour où je ne suis pas en forme. Et que quand je suis dans la co-construction, bah, ça se passe mieux ici que quand je suis en fuite-attaque. Pour pouvoir évoluer, ça sera plus simple quand je suis dans des relations de co-construction que quand je suis dans des relations conflictuelles de fuite-attaque.